Bonjour à tous, nous ne sommes toujours pas sur le plateau de Croque Lecture, mais bien au salon du livre de Montreuil pour toujours plus d'interviews et de rencontres d'auteurs. Partons tout de suite à la découverte de ce salon. Nous sommes de retour sur le stand Scrineo avec Estelle Fay pour parler de son nouveau roman La Voix des Oracles. De quoi parle cette série ? Bonjour, alors La Voix des Oracles parle de Tia, 16 ans, 40 kilos toute mouillée, donc elle ne va pas prendre une grande épée pour aller tuer des monstres d'ici à la fin du livre, là je vous fais un petit spoiler. Et Tia habite en Gaule, dans les forêts d'Aquitaine, en gros au sud de la France, au 5e siècle, c'est-à-dire à la fin de l'Empire romain. C'est une époque où l'Empire romain essaye de se convaincre qu'il est encore puissant, mais en fait il est attaqué de tous côtés par les barbares. Déjà, tout le nord de la Gaule, c'est presque le Moyen-Âge en fait, c'est plus Rome, alors que le sud, c'est encore un peu la haute antiquité, donc je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais une civilisation très brillante, donc où plein de cultures se mélangent, avec beaucoup de littérature, justement, beaucoup d'art, de musique. Et Tia, elle est la fille d'un général d'Empire, elle appartient donc à la très haute société, mais simplement, elle a un don particulier, elle est oracle, elle voit les avenirs possibles. Alors quelques siècles plus tôt, ce don aurait fait d'elle l'une des personnes les plus importantes de la société. Simplement au 5e siècle, l'Empire romain est chrétien. Et en gros, les chrétiens, les oracles, ils en font du bois pour le feu. Donc voilà, s'y retrouve Tia, ça risque d'aller mal pour elle. Alors son père l'a élevée dans une villa au fin fond des forêts dont elle n'est jamais sortie. Et son père est le seul à savoir qu'elle est oracle, elle a un lien très fort avec son père en fait. Mais un jour, son père est attaqué, il est laissé entre la vie et la mort. Et pour le sauver, Tia va se lancer sur les routes dans un monde dont elle ignore absolument tout et partir faire une grande aventure. En gros, c'est une fille qui se défend. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'aspect historique de votre roman qui se déroule pendant l'Antiquité romaine ? Ce que j'aime bien dans l'aspect historique, d'abord, c'est que c'est des périodes qui permettent de faire beaucoup d'aventures. Donc qui permettent de nous emmener très loin du présent. Enfin, je veux dire, quand on voyage sur les routes de Gaulle, au 5e siècle, on n'est plus vraiment en banlieue parisienne ou voilà, enfin près de Toulouse, pour les lecteurs qui sont près de Toulouse, j'en sais rien, je ne sais pas d'où vous venez, vous. D'accord, voilà. Bon, disons, ça vous amène assez loin de Paris à notre époque. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est par exemple, à un moment, elle passe par Paris, mais Paris au 5e siècle, en fait. Et de voir la différence entre ce qu'était Paris, c'est déjà plus Lutèce, hein, c'est déjà Paris, et ce que c'est là. Et par exemple, quand ils arrivent à Paris, il y a donc Enoch, le maquilleur de la troupe, qui dit « Ah ouais, non mais quand même, là on est un peu dans un petit trou de province. » Parce que Paris, c'est un petit trou de province, c'est une ville presque médiévale qui s'est complètement repliée sur l'île de la Cité. Là où les grandes villes de l'époque, c'est par exemple Ademantunum, qui est la grande ville du nord de la Gaule, alors que de nos jours, Ademantunum, ça s'appelle Langres. Et là, pour le coup, c'est une petite ville de province super jolie, mais où il ne se passe absolument rien et que quasiment plus personne connaît. Et c'est jouer là-dessus aussi, c'est voilà, un jeu entre le présent, le passé, et c'est assez amusant, je trouve. Vous mêlez à l'histoire un côté fantastique. Pourquoi ce choix ? Je suis une grosse lectrice de fantasy, de fantastique, et j'écris aussi un petit peu ce que j'aime lire. Et puis le fantastique aussi à cette époque, ça correspond à la manière dont les hommes voyaient le monde. C'est-à-dire vraiment eux-mêmes, ils s'imaginaient qu'il y avait des dryades dans les sous-bois, qu'il y avait des faunes sur les collines. Donc ça permet de décrire le monde tel qu'il était vécu par les gens de l'époque. Et ça m'intéresse beaucoup aussi. Voilà. Et puis bon, franchement, faire arriver des harpies dans les rues parisiennes, c'est quand même plus amusant voilà, que de faire arriver un taxi dans une rue de banlieue. Êtes-vous en train d'écrire la suite ? Quand peut-on l'espérer ? Alors, je suis en train d'écrire la suite. C'est la première fois que j'écris une série. D'ailleurs, pour écrire la suite, je suis complètement portée par toutes les réactions des lecteurs. Ça, c'est vraiment très précieux. Tous les lecteurs qui me disent des choses sur le premier tome. Et pour la date de sortie, ça par contre, ça va voir avec mon éditeur, c'est pas avec moi. C'est lui qui détient le secret des dates de parution. Que représente le Salon du Livre de Montreuil pour vous ? Êtes-vous contente de rencontrer vos lecteurs ? Le Salon de Montreuil, déjà, c'est une institution en jeunesse. Donc c'est la première fois que j'y participe, parce qu'avant j'écrivais du roman adulte. Et je suis très très contente d'être là. Parce que voilà, passer de l'autre côté un petit peu de la barrière et être auteur quand on a été public avant, c'est toujours très cool. Et rencontrer mes lecteurs, pour moi, c'est vraiment très important. J'ai la chance de pouvoir participer à beaucoup de salons. Et les lecteurs vraiment me nourrissent, ils m'aident à évoluer en tant qu'auteur, ils m'aident à enrichir mes histoires. Et par exemple, là pour le tome 2,
il y a un personnage du tome 1 qui plaît beaucoup aux lecteurs, mais qui apparaît très peu dans le tome 1. Et alors tous mes lecteurs, et surtout mes lectrices d'ailleurs, il plaît beaucoup aux filles, alors qu'il n'est pas très beau en plus physiquement. Mais bon. Et donc tous mes lecteurs me disent, mais vraiment lui, on veut plus en voir, on veut qu'il apparaisse davantage. Donc il faut qu'il y en ait plus dans le tome 2. Alors déjà, il va apparaître plus dans le tome 2, mais comme les lecteurs le demandent, il va apparaître mais 10 fois plus, 20 fois plus, voilà. Et en même temps, en écrivant le tome 2, je m'aperçois qu'effectivement, c'est un personnage super intéressant et qui méritait d'avoir plus de place. Ça, c'est ce que m'apportent les lecteurs. Bonjour, nous nous retrouvons au stand Syros pour vous présenter le deuxième tome du cycle des destins, écrit par Éric Signoire, que nous avions interviewé l'année dernière au Salon du Livre de Montreuil. 2133, 10 ans après la catastrophe. Tous les humains ont déserté les alentours de la tour Montparnasse depuis que les ptérosaures en ont fait leur repère. Thanos vit seul dans ce quartier et ne sort que la nuit, car il a le don de voir dans l'obscurité. Au lendemain d'une violente tempête, l'adolescent se porte au secours d'un bateau échoué. Il va faire la rencontre d'une intrigante aventurière à la recherche de ses 6 jeunes frères et sœurs disparus. Sur le stand Syros, je suis en compagnie de Nadia Coste. Vous lancez votre roman Ascenseur pour le futur, une nouvelle collection chez Syros, Mini Soon Plus. Avez-vous trouvé intéressant de participer à cette naissance ? Oui, c'est toujours intéressant d'assister à la naissance d'un nouveau roman. Là, c'était en plus la naissance d'une nouvelle collection, donc c'était vraiment un travail très différent avec les éditeurs, de réfléchir à la collection globale au niveau du format, au niveau du découpage des chapitres. C'était un texte qui devait être un petit peu plus long au départ et pour les besoins de la collection, on l'a réduit un petit peu, mais du coup, ça lui donne une force qui est intéressante aussi, je pense. Donc ça a été un travail vraiment, qui m'a beaucoup plu. C'est un texte que j'aime beaucoup. Pouvez-vous nous parler de ce roman ? Oui, alors c'est l'histoire de Brett, qui est un garçon qui vient de rentrer en 6e et qui a un petit peu des soucis dans la vie. Il fait de l'asthme, il se fait un peu racketter au collège et il aimerait beaucoup trouver des solutions pour sortir de tous ses problèmes. Et ces solutions, elles vont venir avec un ascenseur qui va lui permettre d'aller voir son futur. Et en fait, donc voilà, il va aller finalement en 2015, parce que cette histoire se passe au départ dans les années 90, et il va arriver finalement maintenant. Et voir que le futur, d'une part, qu'est-ce qu'il devient, et voir que le futur n'est pas si différent de ce qu'il imagine. En tout cas, lui, il espère qu'il y a des voitures qui volent en 2015. On sait bien que nous, c'est difficile qu'il y en ait pour de vrai. Le voyage dans le temps est un sujet classique en science-fiction. N'était-ce pas trop difficile d'être original ? Si en fait le piège c'était le paradoxe temporel. Il fallait arriver à bien gérer ça. Moi c'est vrai que je suis assez fan de voyage dans le temps, donc c'est des histoires que j'aime lire, que j'aime voir à la télé ou au cinéma. Donc j'avais envie de me l'approprier à ma façon. Et en fait finalement c'est la question de se dire si j'avais la possibilité de voyager dans le temps, est-ce que je reviendrais dans mon passé pour changer des choses ? Et qu'est-ce que ça changerait vraiment ? Est-ce que tout ce que j'ai vécu n'a pas construit la personne que je suis aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait vraiment le faire ou pas ? Donc voilà, j'espère avoir été assez originale en tout cas dans le traitement. Vous abordez le thème des violences scolaires. Est-ce que c'était important pour vous ? Alors, c'était pas le cœur du roman, c'était vraiment la question de la confiance en soi que je voulais traiter là-dessus. Je voulais quelque chose que le héros puisse, que son aventure, en tout cas à travers le temps, puisse lui donner la force de résoudre. Et c'est vrai que si ça permet aussi aux enfants qui ont un problème et qui ne savent pas comment le résoudre, de trouver des solutions pour leur quotidien, on sait que dans les collèges, des fois, il y a des choses pas forcément faciles dont on ne sait pas comment les résoudre tout seul, on ne sait pas à qui en parler, vers qui se tourner. Et si on avait une solution magique pour les faire disparaître, ce serait beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que des fois, finalement, en trouvant une solution, ça permet de grandir. Donc, si ça peut aider aussi des enfants, pourquoi pas. Oui, c'est pas le thème central du roman, mais c'était un thème important. Un petit mot avec Yves Grevet pour parler de ce roman Des ados parfaits. Vous avez écrit des séries, des romans en un volume, mais aussi des petits romans. Quelles sont les différences en termes d'écriture ? En fait, tout dépend de l'idée de départ. Quand tu commences à écrire un livre, moi, je ne sais pas toujours le volume que ça va occuper, mais assez vite, en fait, on voit si on a envie de rester longtemps dans un univers ou si on a envie de faire quelque chose de plus court. Et pour les ados parfaits, en fait, j'avais une idée qui tenait un peu comme une nouvelle, avec une sorte de rebondissement vers la fin. Et voilà, c'est un exercice que j'ai eu envie de faire. Mais parallèlement, j'aime bien aussi construire des mondes
assez complexes dans lesquels je veux faire vivre des personnages sur une longue durée. Voilà. Est-ce plaisant de lancer une nouvelle collection avec des ados parfaits? Ah oui, c'est toujours très bien de lancer une nouvelle collection, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, moi j'avais un texte en fait qui rentrait dans aucune des collections de Syros et que j'aimais beaucoup. Et alors voilà, je suis tombé au bon moment parce qu'ils cherchaient comme ça une sorte de collection un peu charnière entre deux de leurs collections qui sont... Et voilà, et moi je suis très très content. Et puis je commence avec un deuxième texte là de Nadia qui est vraiment un très bon texte aussi, hein, donc c'est pour ça. Évidemment, nous aimerions savoir si vous nous préparez un nouveau roman ou une nouvelle série. Oui, alors j'ai plusieurs romans qui vont sortir cette année. Un roman historique qui va sortir au mois de avril-mai, je ne sais pas exactement, mais au printemps en tout cas. Et puis une série. Je ne sais pas encore, mais disons un livre dans un contexte un peu post-apocalyptique. Voilà. Et là, ça sera pour septembre. Nous nous retrouvons avec le deuxiement tome de la série 5e vague sur le stand Robert Laffont, La mer infinie. Je vais vous lire le résumé. Cassie Sullivan et ses compagnons ont survécu aux 4 premières vagues destructrices lancées par les autres. Maintenant que l'espèce humaine a été presque entièrement exterminée et que la 5e vague déferle sur la planète, le groupe se trouve face à un choix. Se préparer à affronter l'hiver en espérant le retour rapide d'Evan Walker ou se mettre en quête d'éventuels survivants avant que l'ennemi ne referme sur eux son impitoyable piège. Depuis le stand La Talente, nous retrouvons une de nos auteurs favorites, Karina Rosenfield. Il y a eu de nombreuses publications en 2014. Que pensez-vous de cette année? Une année riche en événements, avec beaucoup de travail. Pouvez-vous nous parler de la Symphonie des Abysses? Oui, c'est une duologie, donc ça y est, les 2 tomes sont sortis. C'est une histoire qui se passe sur une île paradisiaque, mais où les interdits sont tellement forts que ça devient vite un enfer. Et on a plusieurs personnages qui essayent de trouver le chemin de la liberté. Une des originalités de cette série tient aux différents peuples qui vivent sur cette île. Comment les avez-vous créés? J'ai essayé de trouver des raisons différentes d'interdire à des gens de devenir ce qu'ils veulent devenir. Et donc j'ai séparé ça en différents univers qui finissent par se rejoindre au bout d'un moment. On a lu sur votre page Facebook que vous aviez écrit avec C.J. Dougherty. Pouvez-vous nous parler de cette expérience? Oui, C.J. et moi, on s'est rencontrés justement au salon comme ça, sur le stand de la collection R. On s'est beaucoup... On a trouvé beaucoup de points en commun entre nous et on s'est dit comme ça qu'on devrait écrire un livre ensemble. Alors c'était un petit peu un pari difficile puisque elle est anglaise et elle parle que l'anglais. Donc on a écrit un roman en anglais, toutes les deux, qui sortira en Angleterre en septembre 2015. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas de date en France, puisqu'il faut le traduire aussi. Voilà, mais c'était vraiment une belle expérience. C'était la première fois que j'écrivais un livre avec quelqu'un. Donc non seulement on écrivait à deux, mais on écrivait avec 2 cultures différentes et 2 langues différentes d'une certaine manière, même si j'ai écrit en anglais. C'était vraiment une expérience très enrichissante et là on va commencer le tome 2. Que cela passe vite. J'espère que vous avez apprécié ce numéro, mais Croque Lecture au Salon du Livre, ce n'est pas terminé. Il nous reste encore un numéro. À samedi prochain.